Bonjour à tous à nouveau. Donc aujourd'hui, on va parler d'OBO. Donc c'est une forme de cession d'entreprise qui permet de mettre de l'argent de côté tout en gardant tout ou partie de contrôle du capital de la nouvelle holding de l'entreprise. Et dans une deuxième partie de ce webinaire, nous allons vous présenter les moyens d'investir et donc de faire fructifier cet argent. Je suis Patrice Cluc, conseiller en fusion-acquisition depuis 20 ans, également chef d'entreprise et entrepreneur depuis 28 ans. Et donc, j'accompagne des dirigeants d'entreprise dans leur session de PME en France, au Portugal, en Europe, à l'international. Et il y a plusieurs façons de vendre sa société. Et une des façons qui est très à la mode et très efficace, c'est l'OBO. Donc, le LBO, c'est quoi? C'est un LBO. Donc, l'OBO, c'est un cas particulier de LBO. LBO, c'est leverage buyout. Donc, c'est la cession de l'entreprise à un holding dans lequel on va financer une partie par de la dette et une partie par du capital. Et l'OBO, c'est owner buyout. Donc, c'est le cas du LBO dans lequel le propriétaire, donc le owner, le propriétaire en anglais, va lui-même racheter tout ou partie du capital de cette entreprise à travers le holding. Bon, j'ai découvert, moi, le OBO à l'occasion de ma tante, qui est dentiste, qui a fait une cession de sa clientèle à elle-même, à une holding dans laquelle elle a repris 100% du capital de cette holding qu'elle a créée. Elle a vendu sa patientèle, donc sa clientèle, à cette holding, et donc elle a touché de l'argent et financé par la banque. Mais j'ai aussi appris à l'école, à l'Université Dauphine, ce que c'était qu'un OBO sur des opérations très grosses. Et en fait, il n'y a pas de taille. De 0 à 100 milliards de chiffre d'affaires, on peut faire un OBO. Il suffit d'avoir une société qui est rentable avec une activité récurrente sur laquelle on peut mettre une dette. Pour compléter le financement, on peut avoir un fonds d'investissement ou d'autres investisseurs qui vont augmenter le financement. Donc, il y aura de la dette et d'autres financements. Pour vous donner un exemple assez simple, une société qu'on a vendue, valorisée récemment à 10 millions d'euros, eh bien, le dirigeant a vendu sa société à un holding de reprise qui s'est financé à hauteur de 5 millions d'euros de dette et 5 millions de capital. Dans les 5 millions d'euros de dette, il avait tout simplement 700 000 euros à rembourser chaque année, 700 000 et quelques euros. Donc, comme il gagnait 1 million d'euros de résultat net par an, c'était faisable. Et il y avait 5 millions d'euros également de capital et il a investi 3 millions d'euros dans le capital. Parmi les 10 millions qu'il a touchés, il a réinvesti 3 millions. Donc, ça lui a donné 60% du capital. Parce que comme il y avait 5 millions de capital, eh bien, il a investi 3 millions. 3 millions sur 5, ça fait 60%. Et 2 millions d'euros ont été investis par un fonds d'investissement qui a donc pris 40% du capital. 2 millions sur 5. Donc, au final, les 10 millions d'euros de la valeur des titres ont été financés à hauteur de 5 millions de dettes, 3 millions de capital du vendeur et 2 millions de l'investisseur. Le dirigeant, il a vendu 10 millions, mais il a réinvesti 7 et il a gardé 60% du capital. Donc, pour lui, c'était magique parce que non seulement il a touché 60% du prix de vente, mais en plus, il a touché 70%, 7 millions sur 10, et il a gardé 60% de capital. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. L'autre façon de voir l'opération, c'est que s'il n'avait pas fait cette OBO, la meilleure offre qu'il aurait obtenue, c'était 6 millions d'euros. Donc la valeur de l'entreprise, elle est passée de 6 à 10 millions d'euros parce qu'il y a un nouvel acheteur qui s'est présenté, c'est le vendeur lui-même. Et donc au début, le vendeur, il ne connaissait pas ce que c'était que l'OBO. Il nous a demandé de vendre sa société. On a donc lancé un processus de vente, mais parmi les investisseurs, eh bien, on a inclus le vendeur lui-même. Donc, non seulement ça a permis d'augmenter la valeur des titres de 6 à 10 millions d'euros, donc plus 80% de valorisation, mais aussi ça permet au vendeur d'avoir en cash-out 7 au lieu de 6, et en plus de garder 60% de capital, et en plus de rester dirigeant de sa propre société. Donc voilà en quelques mots
l'OBO que je vais vous présenter par des slides. Alors, je vois qu'il y a des questions. Dur pour se connecter. Il y a eu quelques nouveautés. Moi aussi, hein, pour tout vous dire, moi aussi, j'ai eu du mal à me connecter. Je vais juste. Est-ce qu'à ce stade, vous aviez des questions? Pierre, Raoul, Isabelle? Très clair, merci. Donc l'OBO, c'est vraiment très intéressant. Ça s'applique à beaucoup de domaines d'activité. Il y a bien sûr des domaines d'activité qui ne sont pas adaptés à l'OBO. Pour pouvoir profiter d'un OBO, il faut avoir une activité récurrente, une rentabilité, une pérennité, une visibilité sur la durée de l'opération, qui est généralement de 7 ans. Donc, on va faire une dette bancaire classique de 7 ans. Et donc, pour que l'OBO soit possible, il faut qu'on soit sécurisé sur que la rentabilité va être pérenne sur 7 ans. Donc, dans le cas que je vous ai donné, on a 1 million d'euros de résultats nets, on avait 1,5 million de résultats d'exploitation à peu près. Et donc, cette rentabilité, elle est pérenne parce que basée sur des contrats récurrents et donc une activité sécurisée. Si par contre… Oui. Excuse-moi, il y a une question qui est venue, c'est Oscar qui pose la question. Quelles sont les activités? Je m'imagine que Oscar se réfère en fait aux activités de l'entreprise, c'est ça? La société d'ambulance, oui, c'est une société comme une autre, hein, Patrice? Alors, toutes les sociétés comme les autres ne sont pas éligibles à l'OBO. La société d'ambulance est éligible à l'OBO parce qu'elle respecte les critères rentabilité. Alors, si elle est rentable, évidemment, rentabilité, pérennité, parce qu'il y a toujours malheureusement des malades, sécurité, visibilité et croissance. Si à l'inverse, il y avait un risque parce que le métier d'ambulance va être changé et qu'il y a un risque que cette activité ne soit plus pérenne ou qu'elle n'était pas rentable, là, ça ne serait pas possible. Mais à partir du moment où, oui, l'activité d'ambulance, c'est une activité généralement rentable et pérenne et donc tout à fait éligible à l'OBO. Il y a des activités qui sont très rentables et pas du tout pérennes, comme par exemple le bâtiment. Donc, il y a beaucoup d'activités dans le bâtiment. C'est des chantiers. Une fois que vous avez fini les chantiers, eh bien, on n'est pas sûr qu'on ait des nouveaux chantiers les années d'après. C'est très cyclique. Et donc là, c'est pas adapté toujours à l'OBO. On arrive parfois à faire des OBO dans le BTP, mais c'est plus difficile à obtenir. Alors, si on a des contrats réguliers, rentables, pérennes dans le BTP, ça marche, mais sinon, non. Il y a des sociétés, généralement, la communication, ce n'est pas non plus tout à fait pérenne. S'il y a des contrats et que c'est récurrent, on a plein de sites internet et c'est très visible, on a une visibilité forte sur l'avenir, ça marche. Sinon, non. Patrice, excuse-moi, il y a des questions intéressantes qui sont arrivées, donc c'est pour ça que je me permets de t'interrompre une minute. Donc, Oscar a précisé le chiffre d'affaires de la société d'ambulance est de 600 000 euros, je m'imagine. Et il y a Sébastien aussi qui pose une autre question. Une EBO sur un actif est-il envisageable? Exemple, rachat d'un bien immobilier rentable exploité en Airbnb et en nom personnel revendu à une société appartenant au propriétaire de la maison. Alors, excellente question, évidemment. Merci de les avoir posées. Donc, je reviens à ma tante. Ma tante, Joëlle Dana, elle a vendu sa patientèle qui faisait moins de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est là que j'ai donc appris que même à 300 000 euros de chiffre d'affaires, on peut faire un OBO. Donc, si on est en Airbnb et qu'on fait 300 000 ou même 200 000 ou même 100 000, on peut faire un OBO. Si on est sur 600 000 euros, c'est encore mieux que 300 000, on peut faire un OBO. Donc, il n'y a pas de taille pour faire un OBO. Moi, il y a une taille pour que j'accompagne un OBO. Donc, si c'est 600 000 ou 300 000, c'est un petit peu petit, je ne vais pas pouvoir faire une prestation de conseil complète et je vais pouvoir donner quelques conseils, mais je ne vais pas m'en occuper de A à Z. Mais voilà, il y a plein de moyens de le faire sans moi et c'est assez simple et souple. Donc, oui, dans ces deux cas, on peut faire un OBO
à condition que ce soit rentable et pérenne. Le Airbnb, généralement, c'est rentable et pérenne. Maintenant, si on ne respecte pas la législation actuelle ou future de la localité, comme Paris, Lyon, qui mettent des contraintes de plus en plus rigides, eh bien, potentiellement, ça peut ne pas être pérenne, mais si on arrive à démontrer que c'est pérenne sur la durée, ça fonctionne. Donc, on va avoir une clientèle. Donc, moi, je vous ai parlé de la patientèle. La patientèle, c'est une clientèle. Donc, on possède un fonds de commerce. On va donc vendre ce fonds de commerce à une holding de reprise. Et donc, cette holding de reprise va acheter le fonds de commerce par le financement dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, c'est sûr, j'ai parlé de 10 millions d'euros, mais j'aurais pu parler de 1 million d'euros, 100 000 euros ou 10 milliards ou 1 milliard. Il suffit juste de multiplier par 1000 ou diviser par 1000. Pour info, les banques portugaises sont vraiment frileuses pour ce type de montage. Elles considèrent que c'est de l'optimisation fiscale exagérée. Alors, effectivement, le problème du Portugal, on a le même problème en Belgique, c'est que c'est un tout petit pays. Donc, quand vous êtes en France et vous faites un OBO, l'avantage, c'est qu'il y a l'embarras du choix des banques. Si on a une société à vendre à Lille, ça a été mon cas, j'ai fait un OBO à Lille. Et donc, j'ai contacté BNP, CIC, Banque Populaire, Crédit du Nord à Lille. Et puis, il y a 2 banques qui ont accepté le financement. Il y en a 5 qui ont refusé en disant c'est de l'optimisation fiscale et patrimoniale. Ce qui est important, ce n'est pas que 5 banques refusent, c'est que 2 banques acceptent. Donc, si on a 80% de refus ou même 97% de refus, ce n'est pas grave. Bon, j'avais un autre dossier à Lyon. On a contacté 12 banques à Lyon et les 12 banques à Lyon ont refusé. Eh bien, ce n'est pas grave. On est parti voir les banques à Paris. Les banques à Paris ont dit, mais pourquoi vous voulez que je finance un actif à Lyon? On a dit, si, parce que l'acheteur, il a sa holding à Lyon ou l'acheteur, il a une résidence à Lyon. Eh bien, on a identifié 3 banques à Paris sur les 17 contactées qui ont accepté de financer. Donc, on a contacté 15 banques à Lyon, 17 banques à Paris. Et au final, sur les 32 banques, il n'y en a que 3 qui ont fait des offres. Donc, à nouveau, ce qui est intéressant, ce n'est pas les 29 qui ont refusé, c'est les 3 qui ont accepté. Donc, il est tout à fait possible d'avoir 97% de refus, mais un seul acceptation. Donc, si vous avez une société française, vous voulez faire un OBO, c'est simple, on va voir les banques françaises. Si les banques françaises de la société ou de la personne refusent, eh bien, on va voir 3, 5, 10, 20, 30, 50 banques supplémentaires. Quand on va voir BNP à Lyon, eh bien, BNP à Lyon peut refuser. Eh bien, on peut aller voir BNP Paris. Si BNP Paris refuse, on peut peut-être aller voir BNP Strasbourg, BNP Marseille. Pareil pour Crédit Agricole, LCL. Donc, on peut, chaque banque, aller les voir dans plusieurs régions différentes. Si on veut financer une société portugaise, la logique, c'est d'aller voir des banques portugaises. Si les banques portugaises refusent, eh bien, on peut aller voir d'autres banques portugaises. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de banques portugaises et il n'y a pas beaucoup de régions au Portugal. Donc, c'est moins facile qu'en France. Mais si on a un pied en France, eh bien, on peut quand même aller voir des banques françaises. On va monter une holding en France. Donc, c'est cette holding française qui va acheter la société portugaise et donc qui va obtenir un financement bancaire français. Donc, c'est vrai que c'est un peu sophistiqué, mais ça permet parfois de mettre en compétition plusieurs banques. On a obtenu un financement bancaire de la société lilloise à Lille par la banque lilloise BNP. Mais on a aussi mis en compétition BNP à Paris. BNP Paris nous a proposé un taux d'intérêt à 2% sur 7 ans, avec 200 000 euros de frais de dossier. BNP Lille a proposé un taux d'intérêt de 0,3% sur 7 ans et 20 000 euros de frais de dossier. Ça nous a coûté 7 fois moins cher en taux d'intérêt et 10 fois moins cher en frais de dossier. Donc, il faut toujours faire jouer la concurrence. Premièrement, parce qu'une banque peut refuser et une autre banque peut accepter. La même banque, BNP, parfois, elle accepte dans une ville et refuse dans l'autre.
Mais on ne leur dit pas, écoutez, on vous a mis en compétition parce que ça peut les énerver. Non, on les met en compétition, point final. Donc, oui, il faut faire jouer la concurrence. On peut avoir des offres différentes, des refus d'un côté, des acceptations de l'autre. On peut aussi avoir des taux d'intérêt et des frais 10 fois plus élevés d'une banque à l'autre. Alors, par contre, je vais vous arrêter tout de suite. Ce n'est pas du tout une optimisation fiscale exagérée parce qu'on a le droit de faire des choix qui permettent de payer un impôt. Quand on vend une société 10 millions d'euros, eh bien, on paye de l'impôt sur 10 millions d'euros. Aucun État au monde ne peut considérer, et donnez-moi les coordonnées de la banque pour lui expliquer, parce que je pense qu'elle ne va pas tenir 10 secondes avec moi, mais vous avez un dirigeant, une société qui fait 1 million d'euros de bénéfices par an. Vous constatez dès aujourd'hui 10 millions d'euros de plus-value. Donc, l'État va toucher de l'impôt sur 10 millions d'euros, alors que sinon, elle a retouché que sur 1 million. Donc, je ne vois pas en quoi il y a une optimisation fiscale. Au contraire, vous allez lui donner 10 fois plus d'argent. Donc, ce n'est pas une optimisation fiscale. C'est un choix patrimonial de sécuriser une partie du patrimoine aujourd'hui et de créer de la valeur avec un partenaire financier et des banques et de diversifier son patrimoine. Les 7 millions d'euros que vous avez mis en cash out, ils vont être investis dans de l'immobilier, dans du Airbnb, dans d'autres entreprises. Et donc, ça va créer de la valeur, de la richesse et des emplois. Donc, présentez-moi la moindre personne qui a ce doute. Ils ont le droit de faire des erreurs d'investissement à les banques, mais ils ont le droit aussi de dire des erreurs. Et donc, on a le droit aussi de leur expliquer en quoi c'est erroné. Mais c'est vrai que c'est un constat que j'ai dans certaines banques que ça peut être mal perçu. Mais on a le droit en 3 secondes de leur faire comprendre qu'ils se trompent. Et donc, au contraire, qu'on va créer de la valeur immédiatement et à moyen long terme. Sébastien, vous avez contacté les banques portugaises? Vous avez le droit d'ouvrir le micro. Excusez-moi, Raoul Sébastien. J'imagine que Raoul, c'est le prénom. Non, c'est Sébastien. Oui, très bien. Ok. Ouais, bonjour, merci d'avoir répondu à mes questions. Effectivement, on a contacté, je dirais, l'intégralité des banques portugaises, qu'on a fait appel à un courtier qui les a toutes démarchées. On a fini par avoir un accord d'une banque portugaise sur cet OBO, qui en fait est une résidence principale qu'on souhaitait revendre à notre société qui exploite nos Airbnb, parce que c'est, je dirais, la société qui fait la richesse de cet immobilier-là, puisqu'elle l'exploite. Et si on sort l'argent de la société, automatiquement, on est taxé, notamment pour rembourser les crédits, puisque aujourd'hui, le crédit est en nom propre pour nous sur cette maison. Donc, le montage consistait simplement à vendre cette maison, à constater que c'était la société immobilière qui réalisait la richesse de cet actif et à vendre cet actif à notre propre société pour qu'ensuite, cette société s'endette et rembourse les traites avec l'exploitation Airbnb, ce qui évitait une taxation à la sortie, évidemment, de la société. Donc, on a contacté oui, l'intégralité des banques, je pense, parce que le courtier il a bien fait son boulot, il est à Lisbonne, il s'appelle Doutor Financias, et ils ont démarché beaucoup de banques. Il y en a une qui a fini par donner son accord, c'est Novo Banco, mais en limitant la valorisation du bien à la moitié de sa valeur effective. C'est-à-dire qu'ils acceptent un OBO sur 50% de la valeur du bien. Attendez, il s'appelle comment le courtier? Doutor Financias. Doutor? Ouais, docteur finance en fait. Ah oui, Doutor. Mais il est courtier en crédit immobilier ou en crédit OBO? Il est courtier en tout type de crédit en fait. Il est généraliste. Ils sont plus de 120, je crois, dans cette société. Hein. C'est une grosse boîte de courtage à Lisbonne. Très bien. Okay. Une approche très professionnelle. Ils nous ont confirmé qu'effectivement, les banques portugaises n'acceptaient pas ce type de montage pour des raisons d'optimisation fiscale. Parce qu'il peut se comprendre, par exemple, là, en l'occurrence, si on sort l'argent de la société en non personnel pour rembourser notre crédit sur la maison, on est taxé à tous les niveaux, en impôt sur le revenu, en prélèvements sociaux.
Si par contre, on revend le bien à la société, elle, quand elle va rembourser le crédit, elle va rembourser directement avec le chiffre d'affaires qu'elle fait sur le bien. Donc, Oui, mais si vous vendez votre bien à la société, vous payez de l'impôt sur la vente. alors, en l'occurrence, non, parce que pour nous, c'est une résidence principale. Donc, déjà, on ne paye pas d'impôt sur la plus-value. Et donc l'État portugais n'est pas d'accord avec cette vente à la société? Alors, l'État portugais, lui, il n'a pas donné son avis puisque c'est une opération privée, mais Ben, je dirais que c'est les oui, banques qui elles-mêmes considèrent que c'est de l'optimisation fiscale et que c'est exagéré puisque ce n'est qu'un montage, en fait. Voilà. mais, non, mais la banque, elle doit se prononcer sur son propre risque. Donc, si elle ne prend pas de risque parce qu'elle sait qu'elle va récupérer son argent, et si vous respectez la loi, et donc il n'y a pas d'optimisation fiscale exagérée, il n'y a pas de raison qu'elle vous empêche. Et en tout cas, nous, sur les montages qu'on a fait au Portugal ou en France, c'est sûr qu'on a plus de refus au Portugal, mais parfois, quand on s'assoit autour de la table avec les bonnes personnes dans les banques, on a une acceptation et pas sur la moitié de la valeur. Et je ne comprends pas pourquoi on pourrait faire sur la moitié, pas sur la totalité. Parce que s'il y a optimisation fiscale sur la moitié, il y a optimisation fiscale. Donc, ça me surprend. Donc, en tout cas, Ouais, si je peux vous préciser un truc c'est assez ubuesque, hein, puisque on a eu un accord, par exemple, de BPI pour un financement à 1 million d'euros. La maison, en l'occurrence, on souhaitait la elle est revendre à basée notre... où? Elle est basée à Albufeira. La maison, on souhaitait la revendre en dessous du prix du marché, un tout petit peu en dessous du prix du marché, 750 000 euros, alors qu'elle vaut entre 800 et 890 d'après les agents, les différents agents qu'on a consultés. Donc, on souhaitait revendre cette maison qu'on a en nom propre, 750 000 euros, à notre société. D'accord ? La BPI qui a analysé le dossier, donc on arrive quand même à une situation assez ubuesque, vous allez comprendre, nous a donné un accord de financement pour 1 million d'euros sur tout autre bien, sauf celui-là. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à nous suivre, ils sont prêts à nous suivre sur une opération d'achat d'une autre maison à 1 million d'euros, mais par contre, ils ne veulent pas qu'on rachète notre propre maison. Donc, c'est quand même qu'il y a un problème conceptuel dans la banque, puisque là, l'analyse du risque, elle a été faite, elle a été acceptée, et il y a un problème conceptuel dans la banque, parce qu'on leur a expliqué. Donc, en fait, il faudrait qu'on s'engage sur un autre bien qu'on achèterait jusqu'à 1 million d'euros, sur lequel on n'a aucune expérience particulière en Airbnb, parce qu'on exploite pas mal de biens sur Albufeira en Airbnb, et notamment notre propre maison, qui nous rapporte pas loin de 100 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc, il faudrait qu'on reparte à zéro sur un autre bien qu'on n'a encore jamais exploité, dont on ne sait pas s'il va sortir le même résultat, parce qu'en fonction de sa localisation, de ses caractéristiques, etc., on n'arrivera peut-être pas à sortir 100 000 euros de chiffre d'affaires par an dessus. Mais par contre, là, vous êtes d'accord. Donc, c'est une situation complètement ubuesque, quoi. C'est-à-dire que la banque donne son accord pour démarrer de zéro sur autre chose, au lieu de partir d'un existant. Alors, Uniquement parce que c'est UBS, une mais vous n'êtes pas le revente. premier à m'en parler. En fait, c'est une revente. Ils considèrent que c'est une revente d'un bien personnel des associés à la société, et ça, ils le refusent. Et donc, le fait que vous soyez en Airbnb sur votre résidence principale ne vous empêche pas de bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value, étant donné qu'il y a quand même du Airbnb sur cette résidence Non, principale. Parce que, non, ça ne nous empêche pas de bénéficier de l'exonération, effectivement, OK. sur la plus-value. Alors, effectivement, l'OBO, ce n'est pas toujours une science exacte. Évidemment, en France, on a un choix beaucoup plus profond qu'au Portugal. Et dans certains cas, ce sont des opérations internationales. Et donc, peut-être que c'est un financement qui peut être obtenu en France avec une holding ou une société française. Oui, bien sûr. En l'occurrence, nous, on est expatriés au Portugal et on ne souhaite pas être fiscalisé en France ni avoir de société en France pour des raisons qui sont qu'on a déjà beaucoup créé de richesses en France et qu'on s'est fait déjà beaucoup taxer en France et qu'on ne souhaite pas revenir là-dedans. Ça, ce sont des raisons personnelles, hein, bien entendu. Et je comprends ce que vous dites. Hein, effectivement, ça pourrait être une autre solution. Mais bon, en ce qui nous concerne personnellement, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, moi, j'ai déjà fait des OBO en France sur des sociétés professionnelles. Moi, j'avais une patientèle vétérinaire que je me suis revendu sur une holding avec mon propre associé
Et donc, on a endetté la société, ce qui nous a permis de récupérer le montant de notre patientèle. Enfin, c'est des opérations qui sont monnaie courante et on n'a pas eu besoin de frapper à la porte de dizaines de banques. Hein. On a frappé à la porte de 3 banques, on a eu 3 propositions. Ça ne posait aucun souci particulier de faire une OBO sur une patientèle vétérinaire. Je me rends compte qu'au Portugal, c'est très compliqué, c'est tout. Alors, c'est pour ça que je préférais le noter pour un peu prévenir tout le monde, tous ceux qui peuvent être déjà au Portugal, c'est que ce type de montage au Portugal est plus compliqué, en tout cas en matière immobilière. Après, je ne sais pas ce qu'il en est en termes de société professionnelle. Si vous montez une société en France, vous risquez d'être légèrement fiscalisé en France, mais vous pouvez aussi faire en sorte que, à part le remboursement de la dette, le reste de la rentabilité reste au Portugal et donc limiter vos problèmes en France. Hein. Oui, je l'entends bien. Après c'est une histoire personnelle, hein, mais en France, j'ai subi 3 contrôles fiscaux. Je sais comment se comporte l'administration française. J'ai plus du tout envie de revenir là-dedans. Voilà. Okay. Donc, c'est tout. C'est vraiment une décision personnelle. Je comprends ce que vous voulez dire, hein, tout à fait. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes réponses. C'est très clair. Mais en tout cas, voilà, je voulais aussi. Alors, c'est bien, votre expérience, elle est très riche. Ça prouve que déjà, vous connaissez bien l'OBO, vous en avez fait plusieurs et qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins bien fonctionné. Généralement, les courtiers sont sont pas très capables en France de faire ça. Donc, c'est pour ça que Doutor, je les connaissais pas, mais ils ont l'air très bien. Mais en France, généralement, un courtier crédit va pas bien le faire. Il va obtenir des crédits simples immobiliers, mais dès l'instant qu'on est sur des opérations un peu sophistiquées comme un OBO, il va pas nécessairement savoir le faire. Je vais rapidement sur les dernières minutes de mon intervention. Il y a Oscar qui voulait poser une question. Oscar. Vous pouvez y aller. Oui, bonjour. Moi, c'est juste, là, je suis en plein plat pied pour une reprise de société, justement, d'ambulance au Portugal. Et pour moi, faire une OBO au Portugal, est-ce que c'est faisable? Et quelles sont les démarches pour le Mais faire? vous êtes acheteur, justement? donc l'OBO, c'est pour le vendeur. Donc vous n'allez pas faire un OBO. Oui, mais juste après, justement. Alors, l'OBO, pour vous faire un OBO, regardons le slide que j'ai mis à l'écran. L'OBO, c'est pour le vendeur. Le vendeur, vous pouvez vouloir le garder. Et si vous le gardez, alors, à ce moment-là, vous pouvez lui proposer de participer au capital. Sinon, si vous voulez acheter la société, avec quel argent vous allez payer combien et vous allez vous endetter pour faire cette acquisition? Oui, 500 000 euros Ok. Donc là, vous n'allez pas faire un OBO, vous allez faire un LBO et même un MBI. Donc le MBI, c'est l'acquisition par LBO, effet de levier bancaire, mais avec un nouveau acquéreur qui vient de l'extérieur. Donc oui, c'est possible, mais ce n'est pas une vente, c'est une acquisition. Donc à ce moment-là, si vous empruntez 500 000, là dans mon schéma, vous avez 500 000 euros de dette à droite. Ensuite, vous apportez combien en capital? 100. 100. Donc vous faites 500 000 à droite et 100 000 euros à gauche. Les 100 000 euros, vous êtes tout seul au capital, donc vous avez 100% du capital. Voilà, donc c'est un LBO classique et ça fonctionne très bien. Donc c'est un LBO, un MBI, Management by In, c'est-à-dire par un nouveau manager que vous êtes. Donc c'est tout à fait classique. C'est une acquisition par LBO et vous allez demander une dette de 500 000 euros. Donc, vous pouvez faire soit ça. L'alternative que vous avez, c'est acheter en nom propre. Donc c'est soit vous montez une holding d'acquisition qui s'endette à hauteur de 500 000 et vous faites une augmentation de capital de 100 000 euros, c'est votre rapport en capital. L'autre alternative, c'est acquisition en nom propre. Et donc, vous achetez sans passer par l'intermédiaire d'une société et vous êtes propriétaire sans holding de l'activité d'ambulance. Et ça, c'est un choix patrimonial fiscal qu'il faut faire et vérifier qu'est-ce qui est le plus intéressant patrimonialement et fiscalement pour vous entre créer une holding ou ne pas créer d'holding. D'accord. OK. Parce que moi, j'ai une holding ici en France et que j'ai revendu à mon associé parce que je vais partir de France. Et je dois créer une holding au Portugal alors. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez acheter en nom propre. D'accord. Acheter en nom propre, c'est-à-dire acheter personnellement, sans société intermédiaire. À ce moment-là,
vous achetez et vous devenez propriétaire. Sauf que vous allez payer l'impôt en direct sans passer par la case société. Et donc, c'est avantageux d'un certain côté, désavantageux d'un autre côté. Parmi les inconvénients, c'est que vous allez payer les impôts directement, vous, sans avoir une société intermédiaire qui va avoir des charges et qui va peut-être ne pas payer d'impôts si vous réinvestissez cet argent dans des activités ou si vous laissez la trésorerie dans l'entreprise. Donc, il faut savoir si vous voulez être imposé à l'impôt sur le revenu en étant propriétaire en direct, passez par la case société et que ce soit votre société qui soit propriétaire, et si vous prenez l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société, parce que vous pouvez avoir une société à l'IS ou une société à l'IR. Et ensuite, vous pouvez savoir si la société, vous la mettez en France ou au Portugal. Alors, ma question, elle est, c'est que moi, c'est sur les sociétés d'ambulance. Ma femme va vendre, là, est en train de vendre son cabinet d'infirmier en France. Et elle veut s'installer pareil aussi au Portugal, créer sa société. Et justement, c'est ce qu'on avait pensé, c'était monter tous les deux une holding. Et son activité dans la holding et mon activité à moi dans la holding. C'est tout à fait possible. Maintenant, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité en termes de ces différents métiers dans la même société, parce que peut-être que le Portugal interdit que ces deux activités soient dans la même société, mais si ce n'est pas interdit, vous pouvez le faire. Est-ce que vous avez envie vraiment d'avoir votre femme avec vous et mélanger tous les sujets ou avoir deux sociétés différentes? Ou est-ce que vous voulez avoir une holding en haut et ensuite deux filles en bas, une pour vous, une pour elle, ce qui permet quand même d'avoir des charges et des revenus séparés? Tout ça, c'est possible. On pourra en reparler. Vous pouvez m'appeler en direct personnellement pour rentrer dans le détail. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser vos sociétés françaises pour acheter l'activité ambulance, ce qui vous évite de créer une nouvelle société, ce qui permet de garder l'argent dans les sociétés existantes, ce qui permet d'éviter de passer par la case impôt. Et donc, il faut faire des simulations et il faut voir quels sont vos patrimoines, vos fiscalités. Ça peut être aussi préférable. Patrice, il y a une autre question apparemment, donc ça suscite beaucoup d'intérêt. Il y a une autre question, il y a Isabelle qui demande, bonjour Isabelle. France, vendre un immeuble en nom propre à une SCI immobilière familiale, est-ce intéressant? Alors, donc Isabelle, vous devez être certainement propriétaire, vous pouvez ouvrir votre micro également, propriétaire actuellement, est-ce que ce sont les mêmes propriétaires actuels et futurs, ou est-ce que vous avez envie de changer de propriétaire? Isabelle? Peut-être qu'elle a un problème avec le micro, hein, Patrice. Ouais, elle peut aussi l'écrire. Donc, ouais. Déjà, c'est intéressant. C'est certainement intéressant parce que ça va vous générer du cash. Si l'immeuble vaut 10 millions d'euros, eh bien, vous allez vendre votre immeuble, donc vous allez toucher les 10 millions d'euros. Donc, avec ces 10 millions d'euros, vous pourrez faire plein de choses. Déjà, rembourser la dette et investir dans d'autres actifs. Donc, généralement, oui, c'est intéressant. Ensuite, ça va vous obliger à payer l'impôt. Donc, il faut voir à quel point c'est intéressant aujourd'hui de payer l'impôt, ou peut-être que si vous gardez l'immeuble 5 ou 10 ans de plus, vous aurez des avantages fiscaux à payer moins d'impôts. Donc, il faut voir, faire des simulations. Elle a répondu en disant qu'elle était propriétaire et c'est une SCI avec sa fille. Oui, c'est une science avec votre fille. Donc, voilà. Donc là, vous avez changé de propriétaire. Donc, c'est très bien de partager cette propriété avec votre fille. Vous allez toute seule profiter de cet argent. Bien sûr, vous allez toute seule profiter de cet argent. Mais vous avez aussi le droit de donner une partie de cet actif à votre fille avant la vente. C'est une donation précession, ce qui peut avoir une double avantage. Ne pas payer d'impôt sur la succession sur cette donation précession. Ne donner que la nue propriété de votre fille, garder l'usufruit sur une partie. Et ne pas payer l'impôt sur la plus-value sur cette donation. Donc, il y a quand même parfois un intérêt de vendre, de donner avant la vente aussi une partie de l'actif. Bon, on est limité à 100 000 euros de nue propriété, mais c'est quand même intéressant. Alors, Patrice, excuse-moi, est-ce que tu as encore d'autres sujets à aborder? Parce qu'il y a aussi Olivier qui va faire sa présentation. Je vais juste vous montrer qu'on a différents types de financements accessibles. Et c'est la somme de tous ces financements
qui vont être le financement global. Et donc, on peut additionner du capital, des obligations convertibles, de la dette mezzanine. Plus on descend, moins ça coûte cher, mais plus le prêteur a des garanties. Et donc, plus on est haut dans ce tableau, plus ça coûte cher, mais moins c'est risqué parce qu'on va partager le risque avec les deux investisseurs. Ensuite, on va avoir de l'affacturage, du leasing qui va coûter 2 à 6%, prêt participatif relance, BPI France, dette bancaire qui coûte aujourd'hui 2 à 4%, et quand c'est une vente d'une société, crédit vendeur, complément de prix, avance remboursable, subvention, crédit impôt, recherche, etc. Quelques exemples d'investisseurs bancaires en France, capital également, dette privée, et ensuite quelques étapes qui permettent d'obtenir ce financement. Et je passe la parole et merci à tous également. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Olivier, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Donc moi, je vais intervenir plutôt post-session. Donc une fois que vous avez réalisé l'opération d'OBO ou la cession de votre entreprise. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ça marche. Se poser la question du réemploi des sommes qu'on a dégagées. Donc, par rapport à ça, il y a quelques questions à la fois simples et importantes qui me paraissent à se poser. Puisqu'on est dans un webinaire sur l'expatriation au Portugal, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quand on veut céder son entreprise d'une manière ou d'une autre, c'est intéressant fiscalement de s'expatrier au Portugal? La réponse, c'est que, que la motivation à partir au Portugal ne peut pas, à mon sens, être fiscale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en termes de cession d'entreprise, la France a quand même un certain nombre de dispositifs hyper favorables. Si on veut la transmettre, il y a le pacte du trade. Si on peut faire des opérations d'apport-cession, comme l'a dit Patrice, on peut plus facilement financer des opérations d'OBO. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, les choses vont être sans doute plus simple en France qu'au Portugal. Le fait de s'expatrier au Portugal ne permet pas d'avoir une imposition plus faible sur l'impôt sur les plus-values en France, parce que de toute façon, vous allez rester taxé en France sur la cession de votre entreprise dès lors que vous avez des participations substantielles dedans. La seule chose qui peut être intéressante dans l'expatriation au Portugal, dans le cadre du fameux régime RNH, dispositif régime des résidents non habituels, c'est une fiscalité favorable sur les dividendes ou les intérêts que vous pourriez percevoir de vos holdings françaises en tant que résident fiscal portugais. Puisque le principe, si vous êtes résident fiscal portugais, donc ça veut dire que vous répondez aux critères, vous n'avez plus de pied à terre en France, vous n'avez pas le centre de vos intérêts économiques en France. Si vous percevez des intérêts, des dividendes de holding française, vous allez être imposé là-dessus qu'à hauteur de 12%, alors que c'est 30% quand on est imposé en France. Pour le reste, il n'y a pas d'avantage particulier. Souvent, on entend aussi qu'on part au Portugal pour pouvoir bénéficier d'exonération de droits de succession à terme, pour pouvoir transmettre sans droit de succession. Donc, effectivement, il n'y a pas de droit de succession au Portugal, mais sur le patrimoine que vous conservez en France, que ce soit des immeubles, que ce soit des comptes bancaires, de toute façon, ce patrimoine-là va être taxé en France. Et si vous avez des héritiers qui sont en France, lorsqu'ils vont hériter de votre patrimoine, le patrimoine sera également taxé en France. Donc, le simple fait de partir au Portugal ne permet pas, ne dispense pas de réfléchir à ces sujets en amont et de mettre en place des choses pour alléger le coût. Quand on reçoit un capital, à mon sens, les premières questions à se poser, c'est quel est notre besoin? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des revenus complémentaires, c'est-à-dire de faire un placement, quel qu'il soit, qui va me générer un flux qui tombe tous les mois sur mon compte? Est-ce que je n'ai pas forcément besoin de ça? Est-ce que je vais chercher une valorisation du capital dans le temps? Souvent, moi, j'ai des clients qui viennent me voir avec l'idée qu'ils ont absolument besoin de revenus complémentaires. Et donc, ils pensent à s'orienter dans des solutions type immobilier ou dans des solutions où on va immobiliser un capital pour percevoir des loyers. Mais en fait, quand on creuse, des solutions de capitalisation sur lesquelles il y a un spectre de possibilités très large
peuvent suffire, puisque entre avoir des loyers ou des revenus qui tombent tous les mois sur son compte ou avoir un capital qui se valorise et faire des retraits réguliers pour financer son train de vie, finalement, ça revient un petit peu au même. Mais bon, en tout cas, il faut bien définir son besoin. La deuxième question à se poser, c'est la question pour moi de bien définir son profil de risque et ses horizons de placement. Donc souvent, quand on est chef d'entreprise, on a pris du risque toute sa vie pour développer son business. Quand on le vend, il faut bien se poser la question du risque qu'on est prêt à prendre avec les sommes qu'on dégage. Donc, voir quelles sont les fluctuations qu'on est prêt à supporter sur le capital qu'on place, quelle est la perte maximale potentielle qu'on est prêt à tolérer. Bien découper ces horizons de placement, bien avoir en tête, voilà, moi, sur le capital que je reçois, je vais avoir peut-être besoin d'en utiliser tant à 1 an. Il y a une partie du capital, je sais que j'en aurai pas besoin dans les 3 ans, je sais que j'en aurai pas besoin dans les 5 ans, une autre partie que je peux placer un peu plus long terme. Et ça permet déjà de définir un cahier des charges pour voir vers quel type de placement on va s'orienter, pour voir s'il y a des sommes qui peuvent être bloquées à plus ou moins long terme ou pas. Une fois qu'on a défini ce cahier des charges, il faut regarder le spectre des possibles. Donc, le spectre des possibles, il est assez large. On peut réinvestir en immobilier pour faire du Airbnb comme on l'a entendu. On peut le faire en France, on peut le faire au Portugal. Ou on peut privilégier des placements financiers quels qu'ils soient. Donc, ça peut être investir dans des obligations, dans des actions, dans des produits structurés, dans des fonds de private equity pour réinvestir dans l'économie réelle. On peut aussi investir dans l'immobilier via des fonds plutôt que de faire des opérations immobilières en direct qui demandent une certaine implication et une bonne connaissance de l'environnement dans lequel on investit. On peut le faire via des fonds de restructuration immobilière, de value added, participer à des club deals. Et enfin, on peut avoir des projets personnels comme investir dans une autre entreprise, participer à financer l'entreprise d'amis ou autres. Une fois qu'on a une idée un peu large de ce qu'on veut faire, se pose la question de l'enveloppe dans laquelle on va effectuer ces placements. Est-ce que je vais placer mon argent dans un compte titre? Est-ce que je vais investir en direct dans des solutions? On a des solutions comme l'assurance vie en direct sur laquelle je vais m'attarder parce que dans le cadre d'une expatriation au Portugal, pour moi, c'est l'enveloppe qui est la plus intéressante pour ce qu'on détient en direct. Après, pour le cash qui est logé dans une holding, on peut avoir ce qui est l'équivalent du contrat d'assurance vie, mais ça ne fonctionne pas exactement pareil pour les entreprises, un contrat de capitalisation. Alors, pour moi, pour les personnes qui ont des liquidités à placer, qui s'expatrient au Portugal, l'enveloppe qui est la plus adaptée, c'est l'enveloppe assurance vie. D'abord parce que c'est simplement une enveloppe de placement dans laquelle on place une somme. Ça peut être de 100 000 à 10 millions d'euros. Et l'argent qu'on y place, il reste disponible quand on veut. Il n'y a aucun blocage. On peut faire des retraits quand on veut. Et il n'y a aucune fiscalité au sein de l'enveloppe sur les plus-values tant qu'on ne fait pas de retrait. Quand on fait un retrait, au moment où on fait un retrait, on a une fiscalité sur la plus-value qui est dégressive avec le temps. Et quand on a potentiellement des héritiers ou des bénéficiaires qui restent en France, ça permet de leur transmettre un capital avec une fiscalité favorable, puisque via l'assurance vie, les héritiers, les bénéficiaires qu'on désigne, ils vont recevoir le capital qu'on transmet à notre décès en franchise de droit avec 0 imposition jusqu'à 152 500 euros. Et après, ça va taxer à 20% jusqu'à 800 000 euros en gros, 30% au-delà, ce qui est beaucoup plus avantageux que le barème des droits de succession classiques qui s'appliquent sur de l'immobilier ou sur des comptes titres ou des comptes bancaires que vous pourriez transmettre. L'idée, c'est que donc, au Portugal, la fiscalité sur les retraits, sur l'assurance vie, après 8 ans, elle est très favorable, puisqu'on va avoir une imposition sur les plus-values qu'on fait qui est seulement à 11%, 11,2%. Il y a des conditions, il faut que le contrat ait plus de 8 ans, il faut que les sommes aient été versées sur le contrat pendant la première partie de la vie du contrat. Mais si on remplit ces conditions, on peut bénéficier
sur son patrimoine d'une imposition de 11% sur les retraits, ce qui est abattable puisque le taux normal, quand on n'est pas dans le cadre de l'assurance vie, c'est 28% au Portugal et 30% en France. Et si on compare l'assurance vie pour un résident portugais à l'assurance vie pour un résident français, en France, on est toujours taxé au moins à 17,2%, voire un peu plus. Là, au Portugal, c'est 11%. Donc, fiscalement, c'est intéressant. En général, enfin même toujours, on essaie, pour des sommes importantes, on essaie de privilégier des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois aux contrats français parce que ça permet d'avoir une meilleure sécurité sur les sommes placées. Et surtout, en termes de possibilités de placement, il y a un univers quasiment infini de solutions. Donc, sur un contrat luxembourgeois, on peut investir dans tout ce qu'on veut. On peut investir dans des actions en direct, même dans des actions non cotées dès lors qu'il y a un certain montant. On peut investir dans des fonds de n'importe quelle société de gestion, de n'importe quelle banque privée. On peut mettre en place des mandats de gestion sur mesure. On a accès à des véhicules de private equity parmi les meilleurs mondiaux. Donc, on peut vraiment faire du sur-mesure avec l'ensemble des solutions qui peuvent exister au sein d'une même enveloppe qui a un fonctionnement simple et qui permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse sur les plus-values d'une part, mais aussi sur les transmissions dans l'hypothèse où on a des enfants qui restent en France. Donc après, actuellement, dans le contexte actuel, les thématiques qui nous paraissent intéressantes en ce moment, pour des profils plutôt prudents, il y a des bonnes opportunités sur les placements obligataires, puisque du fait de la hausse des taux, on a eu depuis le début de l'année un crack sur le marché des obligations. Donc aujourd'hui, il y a des possibilités de rentrer sur des fonds d'obligations d'entreprise plutôt prudents, sur lesquels il y a quand même très peu de chances de perdre de l'argent sur un horizon de placement de 3-5 ans, avec des rendements assez intéressants de l'ordre de 7% par an. Malgré la baisse des marchés, il y a toujours des opportunités. C'est des bons moments pour rentrer sur des stratégies actions qui soient cohérentes avec le contexte actuel. Donc peut-être sur des choses qui, souvent quand il y a une baisse de marché, il y a un changement de paradigme. En fait, les choses qui ont bien marché au cours des 10 dernières années, peut-être vont marcher un petit peu moins bien et inversement. Donc, en se positionnant sur des choses qui ont du sens et de l'industrie, de l'infrastructure, des entreprises plutôt value, avec une diversification géographique qui respecte les poids économiques des diverses zones dans le monde. Et aujourd'hui, il y a aussi des solutions pour les personnes qui ont un horizon de placement un peu plus long terme, d'investir dans des fonds de private equity pour des tickets assez faibles. On peut investir à partir de 100 000 € dans les meilleurs fonds de private equity mondiaux. Donc, private equity, c'est vraiment investir au plus près des entreprises. C'est des fonds qui vont acheter des entreprises et mettre leur réseau, leur management au service du développement de la société pour créer de la valeur. Et c'est historiquement la classe d'actifs qui rapporte le plus de valeur. La contrainte, c'est que l'argent est bloqué sur le long terme. Donc, en résumé, pour moi, il y a plein de solutions. Ce qui est important, c'est de bien partir de sa personnalité, de son besoin, du degré de risque qu'on est prêt à avoir, de définir un cahier des charges. Et ensuite, nous, notre rôle en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est en fonction du cahier des charges qu'on a défini, d'essayer d'aller chercher les meilleurs acteurs pour chaque thématique retenue.